Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce grand live sur votre média de prédilection. Nous allons tout droit à New York. Oui, c'est à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies avec la participation des chefs d'État et de gouvernement et chefs des missions. De leur nombre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Il était parmi ceux qui avaient pris la parole le premier jour après les dirigeants de grandes nations, et c'était le premier à prendre la parole au nom de l'Afrique. Il a eu 30 minutes, et au nom de l'Afrique et au nom de son pays, mais nous rentrons au pays pour voir comment il a présenté son pays au monde. État de siège, terrorisme ou lutte contre le terrorisme, pillage des ressources naturelles et minières du pays. Il a même plaidé pour des sanctions contre des multinationales et même des États qui sont impliqués dans le pillage, même les tueries dans l'est de son pays. Il a également parlé du retrait de la MONUSCO, un retrait progressif. Beaucoup de sujets abordés par le président de l'Union africaine et président de la RDC. 5 invités autour de cette table. Eric Bilalé, il est cadre du MLC Union Sacrée. Bonsoir. Vous ne parlez pas beaucoup, même le chairman, on appelle Baïmoto, depuis qu'il a intégré l'Union Sacrée. D'où vient toute cette sagesse alors que l'autre partenaire est très actif? Le président Jean-Pierre Bemba a toujours été sage, donc il ne peut parler que lorsque sa parole sera plus forte que son silence. Il va parler le 30 septembre à l'occasion du 23e anniversaire du parti. Depuis sa création, il va donner son discours à ses compatriotes quant à son combat commencé il y a 23 ans, lorsqu'il s'est engagé à révolutionner les choses, à combattre la dictature et à sauver la démocratie. Merci Eric Bilalé. Je rappelle que vous êtes juriste, le MLC qui est dans l'Union Sacrée. Jusque-là, pas de signaux pour quitter le navire. Kabasele, c'est pas Yampagna, c'est Donald. Vous êtes UDPS, Union Sacrée. Merci. En face de vous, Chiben, Jean-Serge. Merci, très chers compatriotes, pour l'invitation. On dit que vous êtes parmi les jeunes très appréciés ces derniers temps à la ferme privée. Vous faites la fierté, justement, de ceux qui sont loyaux à l'homme à la barbe argentée. Merci. Nous sommes tout simplement kabylistes permanents et convaincus. Nous sommes derrière les idéaux de notre leader et de notre parti qui est le PPRD. Nous faisons notre travail et aujourd'hui, certainement, nous ne sommes plus nombreux à défendre Kabila. Certains sont partis, ils savent pourquoi ils sont partis. Et nous qui sommes restés, nous savons pourquoi nous restons à côté de Kabila. Et avant peut-être... N'oubliez pas qu'il y a la réserve qui ne parle pas, qui est silencieuse. À part vous qui êtes dans les médias. Bon, chacun fait son travail. Nous, on est communicants du parti. Nous continuons à faire notre travail. Ceux qui sont aussi silencieux savent ce qu'ils font. Donc, chacun joue son rôle. Ici, apparemment, ça vous fait oublier les fonctions que vous avez abandonnées à l'hôtel des villes de Kinshasa avec votre ancien membre du parti. Mon grand-père, Vincent Boinkiem Nyarolem, me disait déjà à l'époque que le vagabondage politique n'était pas quelque chose de bon. Je ne pouvais pas accepter d'être un vagabond politique, de sacrifier toute ma carrière politique à cause d'un poste afin d'adhérer à l'Union Sacrée. J'ai jeté l'éponge pour rester fidèle à mes idéaux, les idéaux de mon chef qui est Joseph Kabila et de mon parti politique. Pour vous remettre la parole et passer la parole aux autres, je ferai un démenti. Hier soir, les personnes très mal intentionnées ont fait choquer sur les réseaux sociaux que notre secrétaire permanent serait arrêté à Loufoua Matadi Kibala en fuite vers l'Angola.
nous disons aux Congolais qui nous ont appelés, aux compatriotes qui ont appelé certains journalistes pour dire que cette information est fausse. Elle est sortie des laboratoires de personnes très mal intentionnées qui cherchent à nuire l'honneur du camp Kabila, qui cherchent à nuire l'honneur du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Il était bel et bien au parti. Aujourd'hui, il a été aux obsèques d'un camarade secrétaire national qui était mort, le camarade Benoît, qui sera enterré à Kenge. Donc Emmanuel Ramazani Shadari n'a jamais été arrêté, n'a jamais été à Loufou, moins encore à Matadi Kibala, pour se faire arrêter. Merci pour votre communication qui apporte une précision de taille. L'Angola semble être une direction des prédilections par ce temps qui court. Je ne sais pas pour quelle raison. Alors, parmi les autres fidèles, Jimmy Kitenge, lui, on ne peut plus faire de commentaires. Il est avec vous sur plusieurs plateaux. Jimmy, jusque-là, vous n'allez pas faire comme Yves Kissombe si une occasion se pointait quelque part. Bon, premièrement, je voulais certainement fixer notre opinion pour dire que je n'ai jamais été Jimmy Kitenge. J'ai toujours été Jimmy Kitenge. J'ai suivi une vidéo où vous étiez en train de cogiter autour du même sujet avec notre ami Jean-David, qui du reste a dit que non, bon, on l'a connu Kitenge avant, maintenant qu'il est Kitenge. Non, je suis Jimmy Kitenge. J'ai toujours été Jimmy Kitenge depuis ma naissance. Vous êtes fils du pays. Du pays. Bon. Il n'y a pas des soucis au-delà de ce ça, côté-là. Donc, voilà. Au-delà de ça, moi, nous sommes restés fidèles à Kabila. Pourquoi est-ce que? Parce que Kabila, c'est l'héritier testamentaire de la vision de Jomo Kenyatta, de la vision de Thomas Sankara, de la vision de Lumumba, de la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le panafricanisme. C'est lui l'héritier testamentaire et nous, en tant que panafricanistes, en tant que nationalistes, nous sommes restés fidèles. Mais au-delà de ça, laissez-moi quand même rappeler qu'à un moment donné, le fait cardinal Mosengo avait dit que notre camp politique, à l'époque quand nous étions au pouvoir, notre camp politique était infesté de médiocres. En son temps, nous l'avons contesté. Nous avons contesté feu cardinal Mosengo que nous n'avions pas de médiocres parmi nous. Mais avec le temps, comme le temps c'est les meilleurs alliés de la vérité, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement nous avions des médiocres. Et les médiocres, c'était tous ces transhumants qui sont venus pour le poste. Et aujourd'hui, le repère de la médiocrité, c'est l'union sacrée. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'union sacrée n'a pas de vision. L'union sacrée on n'a jamais défini la vision de l'union sacrée, mais tous les médiocres, les transhumants sont partis du côté de l'union sacrée pour chercher des postes. Voilà. Alors, un peu. Mais nous sommes restés, nous sommes loyaux, nous sommes fidèles à notre vision. Vous avez pignon sur rue, au pays ailleurs, l'usage de certains mots doit être des rigueurs pour ne pas blesser certaines susceptibilités parce qu'il y en a qui ont des enfants, des familles et peut-être les enfants n'accepteront pas d'autres qualificatifs. On termine avec la société civile. Carlos Moupili, société civile, il n'a pas encore quitté, il n'a pas levé l'option de faire la politique. Bienvenue. Merci. Je reste société civile. Ça fait depuis 2013 je ne mets pas la cravate pour partager le sentiment de souffrance avec le peuple de l'Est. Jusqu'à ce que le Congo sera pacifié à l'Est, je mettrai aussi ma cravate. Aussi, s'il faut encore passer mes condoléances aux familles des victimes collatérales de RAM qui sont passées de 35 maintenant à 37, je félicite le jeune et je dis au président Kabila de se rappeler ce que je disais en 2013-2014, qu'il ne fallait pas qu'il compte sur les veuves et les divorcés politiques. Ce sont des gens qui trahissent toujours. Et j'ai donné l'exemple du président Jean-Pierre Bemba, que lui, il a l'habitude de recruter des jeunes et de les former et de les jeter dans le champ de bataille politique. Je demande à l'actuel président de ne pas suivre l'exemple qui consiste à débaucher les veuves et les divorcés politiques. Ce sont déjà dangereux. Ils ne sont que là lorsqu'il y a le pouvoir et le pâturage financier. Lorsque cela n'existe plus, ils vont vous quitter
et il faut aller de l'autre côté. Merci Carlos Moupili pour votre exhortation au président honoraire et également au président de la République en fonction. Alors, nous ouvrons ce débat avec Jean-Serge Tchibène. Vous avez suivi le président, notre président à l'ONU et président de l'Union africaine sur différents points. Les points saillants d'actualité, le Congo a été présenté au monde un discours objectif. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons décrypter ces discours en deux phases. Certainement sur la forme et le fond. Sur la forme, ces discours est classé parmi les discours que nous avons l'habitude d'écouter, qu'il soit ici au pays où le chef de l'État se déplace à l'étranger. Sur le plan de la forme, c'est un chapelet de bonnes intentions que le chef de l'État a présenté. Sur le plan de la forme, le chef de l'État nous a montré qu'il y a des ambitions par rapport à l'Union africaine, par rapport à notre pays. Mais dans le fond, le chef de l'État devait nous donner les moyens pour concrétiser certaines promesses, par exemple, concernant les dossiers africains et certains dossiers congolais. Mais nous avons remarqué beaucoup de contradictions dans le fait ou dans le fond. Nous allons parler, par exemple, nous avons pris quelques phrases d'emblée. Quand le chef de l'État parle de l'aumône, qui ne veut plus l'Afrique soit cette Afrique-là qu'il voit, qui va toujours demander l'aumône, c'est-à-dire à la communauté internationale et à certains pays communément appelés pays développés. C'est-à-dire l'Afrique doit cesser avec la politique de la main tendue. Le Congo qu'il dirige doit cesser avec la politique de la main tendue. Mais dans la pratique, c'est le contraire. Notre pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, fait de la politique de la main tendue. Quand vous prenez les dossiers Covid, quand vous prenez la plupart des dossiers que nous avons ici, en termes de stratégie de développement, en termes de stratégie technique qui peuvent apporter des solutions, nous n'avons pas senti le gouvernement congolais. Nous n'avons pas senti le chef de l'État et son gouvernement mettre des moyens pour accompagner ces intelligences-là. On a toujours donné l'exemple. Nous avons des éminents professeurs, un pharmacien qui est mort, responsable d'une grande firme pharmaceutique qui a déjà donné plusieurs résultats sur le plan pharmaceutique. Le responsable de Manacovid, qui est mort ici. Mais déjà, le chef de l'État avait fait des éloges à cet homme-là, par rapport à ses recherches, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport au Covid. Mais les savants congolais n'ont jamais eu de l'aide du gouvernement congolais par rapport à ses recherches. Avant de trouver la mort, il a été menacé, lui et ses collaborateurs, avec l'âge qu'il avait. Le gouvernement congolais nous avait promis des enquêtes pour savoir pourquoi il était menacé, pourquoi ces choses-là étaient arrivées. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'a jamais abouti. Mais de l'autre côté, on nous présente cet homme-là comme l'un des chercheurs qui a mis son intelligence pour trouver des moyens. Voilà. On va revenir à vous pour la suite de la lecture de ce discours. Merci. C'est le timing. Monsieur Kabasele, vous allez réagir, mais en analysant ce discours du chef de l'État. Il a même demandé des sanctions contre les multinationales et des nations qui servent dans les pillages, dans la chaîne des pillages des ressources de la RDC.
Il le dit où? Du haut de la tribune des Nations Unies, où il y a un lobbying terrible de ces multinationales, il faut le dire. M. Kabasele. Merci, M. Fabien. Je pensais que mon frère Chiba, que j'aime bien, devrait, ne fût-ce que par le fait de se réclamer être panafricaniste, je pensais qu'il allait applaudir les discours du président de la République. Vous savez, quand il dit, par exemple, que sur la forme, ces discours seraient du déjà entendu, un chapelet de bonnes intentions, j'ai besoin d'abord de lui dire tout de suite que nous ne sommes pas dans un contexte où un chef de l'État s'adresse à sa population. Ici, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a pour principal objectif la sécurité et la paix dans le monde. Entre autres, c'est vrai qu'il y a des objectifs secondaires qui sont les objectifs de développement durable et beaucoup d'autres aspects, la santé et tout, qui entrent en ligne de jeu. Eh bien, le chef de l'État est d'abord revenu sur la question de l'Est. Il a porté cette question d'une toute autre manière. Ça, il faut le préciser. C'est très important. Depuis qu'on parle de la guerre de l'Est, nous n'étions là que pour nous plaindre des massacres qui se font à l'Est, sans nommer le vrai commanditaire de cette guerre de l'Est. Au moins pour une fois cette fois-ci, le chef de l'État l'a dit devant le monde entier et les décideurs du monde, il leur dit qu'il faut que des sanctions soient prises contre. Il cite le multinational qui finance la guerre de l'Est, le pays de transit de ces minéraux, dits minéraux de sang. Sans les citer. Non, mais ils sont nombreux. Je dis sans les Ils citer. sont nombreux. Il est en diplomatie avec ces pays. Voilà, vous le dites. Vous le sans, dites déjà. sans les citer. Vous le dites déjà. Et son leadership est salué et par l'ONU et par les États-Unis d'Amérique dans les Grands Lacs. Alors, mais sans citer les pays courtiers. Voilà pourquoi je vous dis. Alors qu'en son temps, Joseph Kabila avait cité le Rwanda quand il y avait M23. La diplomatie a eu une autre dimension. Avec Félix, nous l'observons. Vous savez, il a d'abord commencé, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le président a d'abord approché ses voisins avant de faire tout ailleurs. Pour leur dire qu'on peut faire la paix entre nous, on peut négocier et mettre fin à la guerre. Ils ont semblé ne pas comprendre la chose. Maintenant, ils portent ces combats-là. Il dit que ce qui se fait à l'Est, c'est du terrorisme. C'est le crime contre l'humanité. Est-ce que c'est nouveau? Et vous observez la guerre asymétrique imposée par les ADF. Est-ce qu'en 3 ans, Cheo Kitundu n'a pas dit au monde que c'était une guerre asymétrique à laquelle il fallait adapter la mission de l'ONU? Nous le dirons autant que ça ne finira pas. Et les redire, ce n'est pas un péché. Vous voulez qu'on dise quoi? Ben, comme on tue, comme on a déjà parlé, cette fois-ci, on est à l'ONU, on ne parle pas. C'est ça l'idée de Chiba. Mais je trouve ça, ça serait un peu lâche pour un gouvernement de refuser de parler d'une question qui décime sa population, avec des étapes hypocrites, avec des complices, qu'on sait voir, mais qu'on ne sait pas citer. Il fallait que le président prenne la mesure de cette action. Donc voilà pourquoi il a dit il fallait des sanctions. Vous dites, oui, est-ce que ça serait prudent de dire qu'il y a de multinationales qu'il faille sanctionner et pourtant ils ont des lobbying? La meilleure façon de combattre celui qui se croit fort, c'est d'abord de dénoncer sa forfaiture. Et le dire devant le monde entier, moi je pense que c'est une première, parce que vous allez vous rassurer que jusqu'à dire même le pays dans lequel on vend ces minéraux de sang, on doit sanctionner. Et pourtant, tous on sait. D'où parle le cobalt, voilà. D'où parle Jimmy. tout ça. Mais il n'y a pas que ça, monsieur Fabien. Ouais. Bon, on va revenir à vous. Jimmy Kitenge, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Lecture du discours du chef de l'État. Pour la parole, bien qu'au discours occulté par les scandales Gisèle Mpela, mais nous, autour de cette table, s'il vous plaît, nous intellectuels, autour de cette, quand même s'il vous plaît, monsieur Kitenge, on se regarde dans les yeux.
je vous respecte et vous invite. C'est pour qu'on parle des choses qui tiennent la route. C'est ce que je Et qu'on aborde des thématiques et qu'on n'évoque pas des choses qui ne tiennent pas la route autour de ces tables. Vous me connaissez, je vous respecte bien. J'aime des choses qui tiennent la route. Respectons les téléspectateurs. Parce que vous nous amenez sur un terrain très glissant où il y a à manger, à boire et à vomir. Vous ne serez pas. Alors, on revient au sujet. Ne vous agitez pas, très cher Je Fabien. ne suis pas agité. Et puis, Je suis un homme responsable. Ne faites pas du militantisme. J'ai dit ceci. Allons au sujet. S'il vous plaît, calmez-vous. J'ai dit ceci. C'est responsable de ma part. Bien que occulté par les scandales Gisèle Mpela, On peut nous, aller au intellectuels sujet. avertis, nous étions focalisés sur les discours du président de la République. Il fallait plutôt cerner la quintessence de ma pensée avant de me couper la parole. Allons au discours. Au sujet, mon ami Chiben, mon compagnon d'élite l'a dit. Du déjà entendu, du déjà vu, un chapelet de bonnes intentions. Sur le fond, il n'y a rien. Pourquoi? Premièrement, le président parle du retrait progressif de la MONUSCO. De l'autre côté, on invite l'armée kenyane. Elle va opérer sous quel mandat? La MONUSCO, retrait progressif, quels sont les mécanismes mis en place? Quels sont les bataillons que vous avez formés d'abord des forces armées de la République démocratique du Congo? Combien de compagnies, combien de brigades que vous avez formées pour pallier à ces déficits que va créer le départ de la MONUSCO? On ne nous explique pas, mais on plaide pour le départ de la MONUSCO. Pourtant, hier, quand Kabila avait plaidé pour le départ de la MONUSCO, UDPS dans l'opposition, ils l'ont contredit. Premièrement. Deuxièmement, on dénonce, pas avec beaucoup de fermeté, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et les pays qui nous pillent, les pays qui installent la mort en République démocratique du Congo, mais de l'autre côté, on déroule les tapis rouges à Kagame, ici à Goma, devant les victimes des atrocités que Kagame a commises. C'est dire quelque chose de son contraire, parce que Kagame n'a pas reconnu ce que le président était en train de dénoncer aux Nations Unies. Kagame n'a pas reconnu. Kagame il a même craché sur le rapport mapping. Kagame a craché sur Mukwege. De l'autre côté, on déroule à Kagame les tapis rouges. Et puis après, on va dénoncer. Non, Kabila a dénoncé Viaché Kitundu. Kabila a pointé du doigt le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'était l'ennemi, c'est l'ennemi public numéro 1 de Congolais. Le président de la République parle de la République démocratique du Congo qui devait cesser avec la politique des mains tendues. Mais dans le même discours, il plaide pour la main tendue des vaccins Covid. Encore qu'il faut nous démontrer par A plus B l'ampleur de la maladie ici en République démocratique du Congo. Parce que les actes qu'a posé le gouvernement et les autorités de la République démocratique du Congo ne nous rassurent pas sur cette pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de fêtes à la cité de l'Union africaine pendant la Covid-19. Il y a eu énormément de manifestations de députés nationaux. On a même suivi une vidéo de l'autorité suprême du pays à Kolozu, où il a dit aux compatriotes congolais de fêter au-delà du couvre-feu. Ça ne rassure pas. Mais de l'autre côté, on demande les vaccins. Pourquoi ne pas demander autre chose en partenariat? Parce que ici, en République démocratique du Congo, la famine tue plus que les vaccins. La famine tue plus que les vaccins. Au-delà de ça, nous devons être clairs et honnêtes. Dans cette République démocratique du Congo, Maï Kamer s'est substitué en vice-président de la République. Il peut avec légèreté donner ses sacs à ses enfants de course. Le colonel des forces armées de la République démocratique du Congo est en train de porter les sacs de l'ambassadeur américain. Mais vous n'avez pas pointé du doigt le terrain intellectuel de ce que nous sommes en train de connaître à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais rappeler à M. Donald que ce que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est un conflit qui a opposé les États-Unis à la France, au Rwanda. Et c'est les États-Unis qui nous ont importé cette guerre quand ils ont abattu l'avion du président Abiyarimana. Qui a abattu? Les États-Unis avec ses complices. Abattu l'avion du président Abiyarimana avec ses complices. Et c'est l'élément même déclencheur de l'opération turquoise au Rwanda. Et c'est les États-Unis via les Nations Unies qui vont demander au maréchal Mobutu d'ouvrir ses frontières afin de recueillir les génocidaires. Plus de 800 000 hommes nous avons recueillis. Armes et munitions pendant que nos frontières étaient poreuses. Voilà l'élément déclencheur. Mais quand on ne pointe pas les États-Unis du doigt, et que de l'autre côté, Maï Kamer se substitue en vice-président de la République. Finalement, on dit quelque chose de son contraire. C'est un discours creux, un chapelet de bonnes intentions qui ne va pas produire des fruits. Merci Jimmy, on va revenir à vous pour la suite. Eric Bilal, et votre réaction en même temps, comment avez-vous analysé le discours du président Tshisekedi à l'ONU? Oui, merci. Dans la globalité, les discours du président de la République
est un discours qui a taillé toutes les lignes de la vision d'abord africaine, continentale, de la participation de l'Afrique à la communauté internationale, aux institutions internationales, des ambitions toujours soutenues par le père africain, ce qui est laudatif. Ensuite, au niveau national, il y a beaucoup de questions qui ont été aussi abordées magistralement par les présidents de la République, notamment la question de la sécurité à l'Est et puis la question de la MONUSCO. J'ai entendu dire que les présidents plaident pour le retrait de la MONUSCO. Non, en fait, la MONUSCO est déjà en retrait sur la base de la résolution 2556 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a créé un comité paritaire MONUSCO et RDC, lesquels a travaillé sur un plan de transition de retrait. Alors, sur ce point de vue, jusqu'en 2024, la MONUSCO pourra partir définitivement. Et les présidents, en fait, je crois, la logique est que l'on substitue les vides créés par la MONUSCO par les FRDC. C'est ça la logique. Et je crois qu'on y travaille. Et l'état de siège déjà gravite. L'état de siège. Son annonce à l'ONU, c'est que l'état de siège risque d'être prorogé jusqu'en 2023. Ah oui, écoutez, causa sublata tolitur effectus. C'est un principe séculaire. La cause supprimée, l'effet disparaît. L'état de siège, cette institution constitutionnelle, a été instituée simplement parce qu'il y a la situation à l'Est, cette barbarie qui dure encore très longtemps, cette barbarie qui ne cesse de verser les sangs de nos compatriotes à l'Est du pays. Tant que cette barbarie demeure, je crois que l'état d'urgence est un remède. Cependant, les gouverneurs civils, les députés provinciaux et d'autres autorités politico-administratives devront attendre en 2023 ou après 2023. En fait, la logique, c'est de travailler pour éradiquer la barbarie à l'est du pays, éradiquer le terrorisme, cette guerre. Nous sommes en guerre, en fait, contre les terroristes à l'est du pays, contre le pillard, contre le criminel, les criminels les plus pires de l'humanité, qu'il faut extirper sous toutes leurs formes. C'est pourquoi même, dans la logique du mouvement de libération du Congo, nous avons toujours pensé que dans cette logique de l'Est, pour pacifier définitivement l'Est, il faudrait continuer à renforcer nos armées, notamment en créant une légion commando antiterroriste spécialisée qui sera sur le terrain dans le cadre d'une formation nationale et de recrutement national. Jimmy Kitenge pose un problème. Est-ce que nous sommes dans la préparation de la pré-MONUSCO, retrait total après? Ça doit être automatique parce que le retrait est progressif, c'est jusqu'en 2024. Alors, il faut se conformer à la résolution du Conseil de sécurité prise dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale et voir au niveau national, au niveau de nos armées. Parce que vous voyez, les ADF qui opèrent en multiples manières doivent rencontrer un dispositif sécuritaire et militaire adapté à leur mode opératoire. Parce que si on n'a pas des armées, d'ailleurs le chef de l'État, c'est un aspect important de son discours, a demandé la levée des embargos qui nous ont engloutis depuis toutes ces années, où les armées, la RDC ne peut pas apporter les armements alors que nous sommes en guerre. Vous voyez, ce sont des questions importantes que les amis kabylistes, que j'aime bien, devaient avec nous ensemble développer et voir comment concrétiser, parce que c'est aussi, il s'agit de la patrie, c'est une patrie que nous partageons tous. Il ne faudrait pas être pessimiste et négativiste, négationniste en tout et pour tout, parce que le discours, dans la globalité, si je peux le dire, c'est un discours magistral qui trace des grandes lignes, qui aborde toutes les questions. Au niveau africain, tout le monde, tout africaniste, panafricaniste, devrait être satisfait de ces discours qui exigent qui demandent à ce que l'Afrique participe à 8 membres au Conseil de sécurité, à 4 membres au Conseil de sécurité, dont 2 permanents. C'est un discours très important. Alors que l'Afrique a toujours réclamé un seul siège. C'est vrai que un seul siège permanent. Le président de la République a tenté de placer la barre très haute. Alors, de ce point de vue, c'est vrai que du point de vue
des relations internationales pour en arriver à ces niveaux, à ces stades, parce qu'il ne faut pas oublier que la charte de San Francisco est sortie des cendres de la guerre. Et il faudra une autre guerre mondiale pour aboutir à la réforme des Nations Unies, du Conseil de sécurité notamment. Merci. C'est très important. Eric Bilal, nous prenons la société civile. Carlos Mopili, vous avez suivi quand même Jimmy Kitenge. Pour lui, on n'a pas pointé du doigt les vrais auteurs, les vrais commanditaires de cette crise sécuritaire dans les Grands Lacs. L'élément déclencheur, lui va même jusqu'à dire que ce sont les États-Unis qui avaient abattu l'avion d'Abiyarimana. C'était la guerre entre Américains et Français dans les Grands Lacs pour contrôler la région. Et il dit multinationales, pays sous-traitants, tout ça, les États-Unis, c'est les pyromanes qui cherchent à donc se transformer en sapeurs-pompiers. Votre réaction, société civile? Merci. Monsieur Fabien, je commencerai d'abord à plaider qu'à chaque fois qu'il y ait une délégation au niveau des Nations Unies, qu'on revienne dans des anciennes habitudes des temps de ministre Ngouza Karlibon, c'est-à-dire amener les administratifs, les gens qui gèrent les dossiers au quotidien. Il y a plusieurs directions au sein du ministère des Affaires étrangères qui ne prennent pas part. Souvent, ce sont les conseillers, les gens qui viennent de partis politiques, sans expérience, sans expertise, et qui gonflent l'effectif de la délégation. Ou des selfies à Manhattan? Évidemment, souvent, c'est dans ce sens-là. Ok. Je dirais que les discours du président de la République, quoique je ne l'ai pas suivi directement parce qu'avec les problèmes du courant, mais il faut dire d'abord que le président s'est bien présenté comme défenseur de l'Afrique, un grand président de l'Union africaine, en défendant l'Afrique sur les plans sécuritaires avec des questions des terroristes, où il a rendu même hommage à son homologue Idriss Déby, qui a été abattu par les terroristes. Il a demandé la mutualisation des efforts pour ou contre le terrorisme, tel que c'était d'abord défini dans la résolution 1373 du Conseil de sécurité, une résolution prise sous chapitre 7, mais malheureusement c'est exécuté ailleurs. Mais si c'est en Afrique, on trouve que ce sont des déclarations de compassion que le président a condamnées, ce qui est une très bonne chose. Il a défendu aussi l'Afrique à ce qui concerne l'environnement, où il a plaidé pour un montant d'environ 30 milliards de dollars. Bon, est-ce que ça viendra? Je doute fort, d'autant que l'Afrique dépense 150 milliards de dollars à l'étranger par des détournements et par des achats fantaisistes. Il a vendu aussi l'intelligence africaine à ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut quand même, de notre part, dire que si la Covid tue plus en Europe, oui, mais ici c'est la malaria qui tue chez nous en Afrique, et la fièvre typhoïde, aussi la pauvreté. Le président, s'il faut maintenant répondre à votre préoccupation, je trouve que le président a bien ciblé les vrais commanditaires. Et là, c'est à tout historien qui maîtrise l'analyse des causalités historiques. Il sait que lorsqu'on veut chercher le vrai responsable, c'est-à-dire on se pose la question, qui conçoit, qui planifie les chaos, les guerres récurrentes, la logistique, ça vient d'où? D'autant qu'on sait que les Boko Haram ou tous ces terroristes ne se font pas la guerre avec des flèches et des haches qui sont fabriquées en Afrique, mais c'est des armes qui nous viennent. C'est là où peut-être l'ami voulait faire les distinguos, peut-être il était dans la mythonymie, qui nous viennent de ces multinationales anglo-saxonnes. Il faut faire la part des choses entre les politiques nord-américaines et les multinationales. Il y a des multinationales, ce sont des gens qui sont animés par le capitalisme immoral. Pour eux, l'argent, la fortune, les mines sont plus importants que l'être humain, que la dignité humaine.
qu'on ne peut pas confondre aux politiques. Et c'est souvent ces multinationales qui imposent souvent maintenant les politiques leur agenda. Et c'est là où le président, je suis d'accord avec le président, parce que nous avons connu ça depuis, même quand était les aïeux de Mobutu, c'est que au premier niveau, c'est les multinationales. Au deuxième niveau, ils recrutent les pays voisins. Le Rwanda, ce sont des pays qui se trouvent, les sous-traités, qui se trouvent à la phase opérationnelle, plus les collabos africains, les collabos congolais. C'est là où on trouve certains députés, certains politiciens, certains pauvres qu'on ramasse. Qui prennent les miettes parce que les miettes. La grande part des richesses, ça passe par Entebbe et ça passe par Kigali. Mais il faut les transformer aussi de l'autre côté. S'il faut chuter avec l'état du siège, je voulais rappeler les gens ici que même si on mettait fin à la guerre aujourd'hui au nord et à l'Ituri, les députés civils et les gouverneurs civils doivent avoir la patience. On passera à la phase qu'on appelle la consolidation, qui ne peut pas être moins de 6 mois. Donc, je trouve déjà qu'on pouvait penser comment les remercier, les gouverneurs civils et les députés provinciaux, enfin, qu'on réponde à la Bible, parce que la Bible faisait toujours la politique une affaire de l'armée. Merci. Merci, Carlos Moupili. Mais une petite question. Le Sud Kivu, voisin du Nord Kivu, depuis l'arrivée de Ngwabi Djeteo, on dirait une malédiction, des catastrophes naturelles, morts d'hommes, maisons emportées, les vaches, incendies, postes avec autant de médias. Après, c'est l'incendie dans l'ISP. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe au Sud Kivu, voisin? Une malédiction du temps de Ngwabidje? Ce n'est pas seulement le Sud Kivu, ça c'est un constat qu'on trouve qui est un peu généralisé. C'est chaque semaine que nous enregistrons des accidents mortels. Je crois qu'il faut que les politiciens ou nos autorités soient délivrés. Et nous devons avoir des hommes forts comme prophète. Il n'y a pas un peu qui avait dit au roi Akab qui dit débarrassez-vous des prophètes de Baal. Donc Esaïe, nous avons besoin d'un prophète Esaïe. Il est vrai qu'il y a des sacrifices humains. Bon, je ne sais pas si c'est le cas aussi du Kivu, mais c'est exagérant les gens meurent chaque jour. Merci. Je trouve qu'il faut une prière de délivrance. Il faut une délivrance pour lui, une autre analyse viendra après. Chiben, vous avez la parole. Pour la suite de votre analyse, vous persistez, vous signez. Rien de nouveau dans ce qui s'est dit à l'ONU. Merci beaucoup, très cher. L'état des sièges, cette annonce a été la bienvenue chez vous? Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais quand même ramasser quelques des choses qui ont été dites ici sur le plateau, notamment par mon frère Eric Bilalé, qui nous demande au moins d'apprécier, d'acclamer les discours du chef de l'État en tant que panafricain averti. Je dirais à mon frère Bilalé, le temps a changé. Pour nous, la nouvelle génération de panafricanistes avertis, il n'est plus question d'acclamer les discours. Non, je n'ai pas dit d'acclamer, il faut apprécier. Nous ne sommes plus dans le temps, en tant que panafricanistes avertis, de se limiter à apprécier les discours qui se limitent, parce qu'on nous a déjà promis des choses. En tant que panafricanistes, nous sommes dans les actes. Nous attendons le président de la République dans les actes au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique. C'est là où, en tant que républicain, si les choses de l'État, par rapport à tout ce qu'il a promis, puissent réaliser des choses, nous serons contents de dire qu'effectivement, il a réalisé quelque chose. Pourquoi nous disons que c'est du déjà entendu, du déjà vu? Et que nous ne pouvons pas acclamer cela. Mon frère Donald Kabasele, de courte mémoire, nous dit que vous deviez être content parce que le chef de l'État a présenté au monde que ce qui se passe à l'Est, c'est du terrorisme. Oui, Kabasele, en ce moment-là, vous étiez en train de dormir dans des mouvements citoyens. Kabila a mené
des batailles diplomatiques à l'époque avec son gouvernement, ministre des Affaires étrangères chez Okitoumou. Kabila a sillonné le monde pour porter la question du Congo et la question de l'Est. Kabila vous a même réveillé en tant que compatriote pour vous dire que ce qui se passe à l'Est, c'est de la guerre asymétrique. Vous n'avez pas accepté. L'UDPS et certains mouvements citoyens. Kabila vous avait dit que cette guerre-là, c'est une guerre qu'on nous impose injustement par certaines multinationales. Vous n'avez rien dit de choses nouvelles aujourd'hui. Kabila vous avait dit que nous, en tant que pays, il était injuste que nous puissions avoir des embargos sur l'achat des armes, alors que nous sommes en guerre contre ces terroristes-là, alors que nous sommes en guerre contre nos pays voisins, le Rwanda, le Burundi et certains pays, et ils ont le droit d'acheter les armes librement, et que nous, Congo, nous ne pouvions pas acheter des armes. Kabila a mené des batailles diplomatiques comme ça. Hier à l'IDPS, vous aviez dit non. Kabila ne veut pas que la MONUSCO parte parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Vous n'avez pas accepté que cette guerre était une guerre asymétrique. Vous n'avez pas accepté que ces gens qui tuaient à l'Est étaient des terroristes. Aujourd'hui, nous sommes très contents que toi, un frère que j'apprécie beaucoup, sur ce plateau, le chef de l'État, notre chef de l'État, au sommet de l'Assemblée des Nations Unies, dire que c'est une guerre asymétrique, que ces gens-là qui tuent nos frères, ce sont des terroristes. C'est une bonne chose. Parce que les leçons données par Kabila hier, que vous avez refusées, aujourd'hui au pouvoir, vous les acceptez. Donc vous êtes en train de parler le même langage que votre collègue Kitenge qui dit « Le terrorisme est bien entretenu par des grandes puissances et c'est les grands lacs, le feu a été allumé dans les grands lacs par ceux qui sont les champions de lutte contre le terrorisme. » Vous appuyez ce discours. Oui, évidemment, Éric Bilal l'a laissé, Donald Kabalse l'a laissé, que toutes les guerres aujourd'hui en Afrique sont alimentées par les multinationales. Ces guerres-là, on nous impose pourquoi? À cause de nos minéraux. Regardez la guerre qui est au niveau du Sahel. Parce qu'il y a du cobalt, de l'uranium et tout ça. La guerre que nous avons à l'Est... mettre dans le même sac les puissances politiques occidentales et les multinationales. Pourquoi? Pourquoi vous ne faites pas le distinguo? Nous disons ceci. Quand le chef de l'État, par exemple, dit qu'il faut sanctionner ces multinationales, mais ces multinationales-là, que les chefs de l'État demandent qu'on puisse sanctionner, financent ces hommes politiques, américains et français. Ces multinationales-là prennent l'argent pour financer les lobbies américains, prennent l'argent pour financer les lobbies français. Donald Kabalse les laissé, Éric Bilal les laissé. Mais quand vous dites au sommet des Nations Unies qu'il faut sanctionner, ils ne le feront pas. Parce que ces États-là, français, américains, tout ça, vivent de cet argent. Même leur campagne présidentielle, c'est fond sur base de l'argent sale qui vient de nos pays, par exemple, du Congo, du Sahel et ainsi de suite, à cause de nos minéraux. Mais il y a quand même quelque chose d'important de souligner ici. Quand nous parlons que la MONUSCO doit partir, c'est une bonne chose, mais mon frère Bilal nous dit que le processus qui doit continuer doit être automatique. Non, nous ne disons pas. Non, il a dit c'est progressif, ça a déjà commencé. Le retrait est progressif. Mais la suite, la mise en place, parce qu'après les débats, ces terrains, ces zones occupées par la MONUSCO doivent être occupées par nos militaires. Mais en termes d'organisation stratégique, combien de centres de formation ont été réhabilités pour former nos militaires? Combien de centres de formation construits sur le sol congolais pour former nos militaires? Ça, il ne nous a jamais dit. Il ne nous donne pas de chiffres. Mais il dit que ces choses-là doivent se faire automatiquement. Évidemment, nous disons que nous sommes dans des théories. Effectivement, sur terrain, rien n'est fait. Parce que si nous prenons le nombre de centres construits aujourd'hui, ça n'existe pas. Le nombre de centres de formation pour former les militaires, les policiers, l'administration même, n'oubliez pas. Dans plusieurs secteurs et zones là, l'administration publique est quasi inexistante. Il faut former les gens. Cette suite logique qui devait se faire, comme vous le soulignez, ne se fait pas. Donald. Merci beaucoup. Ça vous fait rapidement, rire, rapidement. Non, il faut apporter la bonne humeur, la bonne humeur autour de la table. Nous parlons République, mais il ne faut pas qu'on
qu'on passe au biceps. Voilà. Merci. D'abord, je veux que mon frère Chiba et Jimmy fassent un effort de dékabiliser le débat. Ok? Ben, il ne faut pas toujours, chaque fois qu'on est... Kabila fait ça, Kabila... Non. Ici, nous sommes des élites. Nous parlons idées, on parle projet. On ne vient pas chaque jour parler de Kabila. Il a été ce qu'il a été aux yeux des Congolais. Vous n'allez pas changer cette compréhension de Congolais de Kabila. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Joseph Kabila. Nous avons critiqué son régime, qui a été un régime qui nous a vraiment mis par terre. Ça, il faut toujours les souligner. Ils oublient tout de suite, les deux. Ils oublient que les retraits progressifs, c'était déjà un projet pendant que Kabila était président de la République. Vous avez oublié. Il vient sur le plateau, il dit, Félix, ça c'est Jimmy, il dit, Félix demande les retraits progressifs. Mais qu'est-ce qu'il a préparé? Il pense que ça commence aujourd'hui. Non, ça ne commence pas aujourd'hui. Félix ne demande pas, et je crois mon ami Bilalet l'a bien dit, il y a toute une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a pondu ces projets-là. Et c'est les projets qu'on est en train de faire. En fait. Je suis d'accord avec Chiba sur la... Nous revenons à l'insécurité. Si, nous parlons de l'insécurité qui date de combien? Plus de 2 décennies. Voilà. Après les génocides entre guillemets au Rwanda, nous sentons que l'état de siège risque de laisser l'Est du pays, ou toute la partie orientale, dans l'instabilité, parce que les multinationales n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et les politiques apparemment impuissants vis-à-vis de ces multinationales. Kabassele. Je vais vous répondre tout de suite. À New York, il y a une grande hypocrisie. Sur la première rue. Je suis d'accord. À Manhattan. Beaucoup d'hypocrisie. Mais ne nous leurrons pas. Ça fait 20 ans que la partie Est est instable. Ne nous leurrons pas. Ça fait plus de 20 ans que la partie Est est instable. Et Joseph Kabila, bien évidemment, s'est battu pendant 18 ans pour ne mordre que la poussière. Ça, c'est aussi une réalité. L'ONU qui parle là, l'ONU, c'était une force, la plus grande force de l'ONU qui a été envoyée. La MONUSCO, la MONUC, avec tout ça. Ils sont venus, ils partent. Ils n'ont pas fini la guerre. Vous savez pourquoi ils partent? C'est parce qu'ils ont, eux aussi, ils ont échoué. Voyez-vous? Donc, quand on prend une recette comme l'état de siège, arrêtez de nous la rétorquer en disant votre état de siège. Non! Ligons-nous pour que ça marche. Parce que c'est vrai, nous sommes en guerre contre les puissances. Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas un discours qui va faire changer à ces puissants-là leur stratégie de prédation. Je suis d'accord avec toi. Ok? Je suis d'accord avec toi que ce sont les mêmes personnes qui ont organisé l'ONU, qui ont fait les conseils de sécurité, qui disent qu'il faut décider sur la paix et la sécurité dans le monde. Ce sont ces mêmes personnes-là qui financent la guerre. Je suis d'accord avec toi. Là, au moins, on est dans un débat intellectuel, nationaliste et panafricain. Mais de toi à moi, vous pensez que quand on a cette compréhension des choses, on doit laisser les choses se faire? Nous disons non. Voilà pourquoi nous disons que nous saluons ce courage. Il y a des présidents qui sont morts pour ça. Il y a des présidents qui sont morts parce qu'ils ont pointé du doigt un adversaire qui ne voulait pas qu'on les touche. Nous en connaissons quelque chose. Nous savons, entre autres, la guerre qui a été faite à Joseph Kabila, on le sait. Il y a des dessous des cas, on le sait. Nous le savons parce que nous sommes politiques. Alors, quand on essaye de se dépassionner du débat, d'arrêter d'être partisan, on peut regarder dans la même direction. Voilà pourquoi nous disons, M. Fabien, que c'est déjà une très bonne chose de dire qu'il y a des étapes hypocrites. Il y a la complicité de force aussi de l'ONU, moi je peux l'affirmer, ok, mais que c'est en nous liguant, en sollicitant la compassion, parce qu'il y a aussi des victimes dans le monde qui subissent le même astre que nous. Voilà. Et quand nous ferons cette force, sûrement ça va pousser les puissants, j'allais dire, à se dire, nous sommes à découvert, nous devons faire quelque chose. Et donc, commencer quelque part, ce n'est pas mauvais. Moi, je pense bien évidemment, M. Chiba, qu'il fallait appuyer le président et dire, oui, Joseph Kabila a commencé, que tu viennes le dire, que tu viennes renforcer les clous, allons-y. Mais c'est malaisé
quand on est avec vous sur le plateau, vous dites « Ah, Joseph Kabila !» Et puis après, ouais, il est parti, Joseph. Il est à l'aise dans son Kingakati là-bas. Donc, nous devons tout faire pour que ce pays ne fût qu'aille de l'avant. Merci. Parce que la guerre de l'Est, Merci, Donald. cette guerre, elle a fait plus de 6 millions de morts. Merci, Donald. Allez dire, on pense que c'est une récitation, mais c'est des vies humaines, c'est des êtres chers à des gens qui sont tombés comme ça. Merci, Donald. Tout Congolais devrait être animé par cette volonté de voir les choses avancer. Loin de couleurs politiques, maintenant, avec un regard aussi sur l'Afrique, le monde, l'instabilité de la partie orientale du pays, et même la crise dans les Grands Lacs, on sent que ça a des ramifications avec les enjeux géostratégiques au monde. Regardez dans le Sahel, regardez comment la Russie s'est fait inviter sur le continent. Regardez la Chine, c'est pour appuyer la Chine ou c'est pour quelle raison? Nous sentons que la vraie guerre maintenant est ouverte sur le continent. Avant, c'était une guerre invisible. Mais maintenant, quelle attitude adopter, nous Africains, nous Congolais, au lieu d'aller nous tirer dans des petits laboratoires où on monte des commandos de destruction contre des individus? Merci beaucoup, très cher Fabien, pour la parole. Évidemment, avant de rencontrer votre préoccupation, une préoccupation majeure qui touche à la vie de nos compatriotes congolais, laissez-moi quand même recadrer un peu certains de mes coups de débatteurs ici sur le plateau. Je commence par mon ami Eric Bilal du MLC, qui du reste, je découvre aujourd'hui, quelqu'un d'intelligent. Mais certainement qu'il a oublié de consulter l'histoire de son mouvement politique, qui hier était un mouvement rebelle. Le MLC a invité l'armée ougandaise. Le RCD Goma a invité l'armée rwandaise. Ils se sont tués à Kisangani. Ce sont des Congolais qui sont morts. Ne vous en faites pas, il ne faudra pas occulter cette réalité, parce que je vous ai vu en train de faire des projections sur comment est-ce que nous devrions organiser l'armée. Mais vous êtes responsable aussi de ce qui s'est passé à Kisangani. Tâchez aussi, si vous allez à Kisangani, ne fût-ce que déposer les gerbes de fleurs sur les cimetières de la guerre des 6 jours. Pour mon ami Donald, pourquoi est-ce que nous sommes en train à tout moment de parler de Kabila? Parce qu'il a été victime de votre haine et de votre acharnement. Donald ici, hier il était mouvement citoyen, Donald. C'est à peine 2 ans qu'il vient de rejoindre l'IDPS. Mais quand il était mouvement citoyen, sous-traité par l'IDPS, qu'est-ce qu'ils ont dit à Kabila? Kabila devait décréter l'état de siège depuis 2014. L'état de siège au Nord Kivu, Kabila devait décréter l'état depuis 2014. Mais c'est l'UDPS via l'actuel président de la République, les vidéos existent, où il a contesté cette décision. Il a dit que c'était des manœuvres de Kabila pour se maintenir au pouvoir. Mais plusieurs années après, parce que Kabila a pris les bâtons de pèlerin pour expliquer au monde que les choses ont évolué. La guerre classique que nous avons connue en République démocratique du Congo n'existait plus parce que nous avons défait le mouvement M23, le dernier mouvement. C'était du terrorisme. Mais vous l'avez contesté. C'est pourquoi, du moment où le temps vous rattrape, nous avons ce devoir de vous rappeler votre réalité. Plus loin encore. Pourquoi est-ce que j'ai pointé du doigt les nations? Moi, je ne suis pas dans les multinationales, je suis dans les nations. Il est inconcevable que le Rwanda puisse bénéficier, l'armée rwandaise bénéficie de l'argent des États-Unis pour ses réformes. Il y a l'armée rwandaise, il y a l'armée égyptienne. Même ici, dans notre zone des Grands Lacs, l'armée rwandaise, qui du reste, dans plusieurs rapports, cette armée est indexée comme étant une entreprise de la mort en République démocratique du Congo. Mais il bénéficie directement du soutien des États-Unis. Mais nous, victimes de la guerre à l'Est, nous sommes sous embargo. Nous avons été sous embargo pendant plusieurs années. Les choses n'ont-elles pas évolué? Non. Pentagone entretient de rapports directs avec Kinshasa ou Mongaliema. Et puis, sur le plan militaire, on ne passe plus par Kigali. Vous voyez comment Mike Hammer, très actif, que vous appelez abusivement vice-président de la République ici, voyez, quel est ce diplomate qui est actif comme celui-ci et tout ça? Alors, vous, apparemment, vous dites que c'est une situation qui reste. Rwanda, c'est toujours les sous-traitants militaires aussi. Cher Fabien, la théorie du complot a été mise en place depuis longtemps.
la théorie du complot pour balkaniser la République démocratique du Congo. Nous en savons quelque chose, nous qui avons été au pouvoir. Kabila a combattu cela. Tous ces impérialistes qui sous-traitaient les politiciens congolais, tous ces impérialistes qui ont amené les politiciens congolais à l'île des Gorées pour les apprendre comment faire des cocktails Molotov afin de déstabiliser la République démocratique du Congo, ils étaient dans le complot. Les États-Unis ne peuvent pas nous servir aujourd'hui des leçons, surtout dans le combat contre le terrorisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé le terrorisme ici à la République démocratique du Congo. Mike Hammer est tout à l'Est. Depuis que Mike Hammer a commencé avec ce mouvement, il est à la Cité de l'Union africaine presque tous les jours, il est à l'Est. Quelles sont les avancées sur terrain? La population est en train de mourir tous les jours. Et vous, ici, sur le plateau, vous voulez que ce Mike Hammer puisse transformer les colonels des forces armées de la République démocratique du Congo en garçons de course qui portent son sac. Au lieu de vous répéter c'est pour vous dire ceci, s'il vous plaît. C'est pour vous dire ceci, au lieu de pointer du doigt les multinationales sont répertoriées par la CIA, par la FBI. Ils sont connus. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sous sanction? Pourquoi est-ce qu'on ne les sanctionne pas? Mais on sanctionne les officiels congolais. Les terroristes, on ne les sanctionne pas. Les officiels, on les sanctionne. Là où il y a une démarcation entre les discours du président de la République et les actions sur terrain, c'est quoi? C'est que le président de la République est en train de pointer du doigt les commanditaires des massacres à l'Est. Nous savons tous que les ADF, c'est un mouvement ougandais. Mais curieusement, un mouvement ougandais qui ne tue pas en Ouganda, qui tue en République démocratique du Congo. Mais il est inconcevable que nous ayons des partenariats, nous, Congo, avec l'Ouganda, pendant que nous savons qu'il y a une main noire de l'Ouganda derrière les ADF Nalou. Voilà. C'est pourquoi il y a un écart entre les discours du président et les actions sur terrain. Oui, alors, Éric Bilale, est-ce que l'ennemi public numéro 1 des Congolais, on doit cesser de le fréquenter pour peut-être savoir ce qui se trame. La diplomatie interdit? Oui, en fait, je voudrais... Pendant la guerre froide, est-ce qu'il n'y avait pas une rouge entre Washington et Moscou? Oui, je vais en venir, mais je voudrais quand même réagir aux accusations fausses et graves disant que la guerre des Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda, l'Ouganda était du côté du MLC. Jamais. Le MLC n'a jamais fait la guerre à Kisangani. Le MLC a commencé à la province de l'Équateur. Les Ougandais étaient là. Vous n'oubliez pas qu'il y avait les RCD Goma et les RCD Kisangani. Le MLC n'a jamais dirigé les Ougandais à Kisangani. C'est une fausse information. Il faut plutôt interroger l'histoire. Mais ce qui est quand même très important, je vais en venir, parce que en matière, vous avez relevé, mon frère Chiba, par rapport à ce qui doit se faire sur le terrain. Vous savez, nous sommes quand même des républicains. Nous, quand on a déversé à l'armée, au FRDC, plus de 20 000 hommes. Ces 20 000 hommes ont été formés, notamment à Ebonda et ailleurs, pour exactement contrer les terrorismes. Vous savez que le président Jean-Pierre Bemba a décidé d'aller à l'est du pays, en Ituri, à Beni, pour contrer les ADF. Il les a neutralisés. Il les a mis hors d'état de nuire. Si vous vous rappelez bien, en 1999, vous pouvez poser la question à M. Mboussa Nyamwisi et les autres. Il est venu à la rescousse pour neutraliser ces ADF. Parce qu'il avait décidé dans son agenda une politique de perpétuation des recrutements et des formations des militaires. Tous ces militaires, dont le général Mamadou Ndala d'heureuse mémoire, ont été formés pour neutraliser ces ennemis de la RDC. Donc, de ce point de vue, il ne faudrait pas nous lancer plutôt des pierres que des fleurs, parce que nous avons une vision pour la pacification de toute la région des Grands Lacs. Diplomatie. Alors, en ce qui concerne la diplomatie, en fait, vous savez, la diplomatie est une arme redoutable pour un État. Et dans la géostratégie, même si vous êtes en guerre, même si vous rappelez les diplomates, même si vous rappelez les ambassadeurs, comme aujourd'hui par exemple, les cas de la rupture entre les États-Unis, la France et l'Australie. Il n'y a pas la encore France a rupture. rappelé. Il y a juste une crise. Ils sont je à parle la de la rupture en termes des bonnes relations. Les relations diplomatiques se sont rabaissées au plus bas niveau parce qu'il y a eu rappel, il y a eu rappel des ambassadeurs. Oui. Alors, même si on rappelle les ambassadeurs, il y a toujours un lien de coopération parce que la communauté internationale, les relations internationales sont faites des liens. Aucun État dans le monde aujourd'hui ne peut vivre en vase clos. Ce qui fait que même si vous êtes en guerre, vous pouvez toujours négocier, vous pouvez toujours activer la machine diplomatique. Voilà. Donc, Carlos Moupili, nous sommes en train de boucler. Oui, il y a d'autres choses que je dois
bien faire la lessive intellectuelle et historique aussi, et que j'aimerais que les gens comprennent une fois pour toutes, parce que je ne serai pas toujours là. Première chose, et je répète, et que ce soit pour la dernière fois, l'état de siège est une réponse constitutionnelle et il n'est pas une stratégie de guerre. Et à une illustration, on a défait le M23 sans état de siège. Et deuxième chose, mais pourquoi l'état de siège? C'est parce qu'on met l'administration politico-administrative militaire qui est capable de s'adapter à la communication opérationnelle. C'est tout. Donc aujourd'hui, on peut dire, les ministres, les gouverneurs civils, les députés civils, aller faire l'armée une formation de 6 mois, ils peuvent reprendre leur travail et on fait retourner les généraux. Parce que les généraux, les gouverneurs là, ils ne conçoivent aucun plat de guerre. Ce n'est pas lui qui est le commandant des opérations. Donc il fait le travail, mais c'est seulement lui, il s'adapte à une communication opérationnelle militaire. Deuxième chose, je répète que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas depuis 20 ans. Et je vais le démontrer. C'est depuis 1964 on connaît la première rébellion. On ne s'entend pas. Les jeunes Kabila, avec ces jeunes, ils créent le conseil de révolution. Ils rentrent, ils créent le maquis de Kibamba, où ils seront visités par Che Guevara. C'est toujours à l'Est, à Fizi, au Sud Kivu. Et à l'époque, OZRT Mobutu disait pacificateur, unificateur. En 1971, au maquis, il y a naissance de jumeaux, Joseph Kabila et Jeannette, nés au maquis de Wabora. Et ici, à l'OZRT Mobutu, pacificateur, unificateur. Il n'y a pas de guerre à l'Est, alors qu'il y a de guerre à l'Est. Museveni, il termine ses études civiles. Il va venir mais à un moment donné, il y avait les affaires, il n'y avait pas la guerre. Pendant un temps, c'était les affaires. Non, je vous dis, le maquis était actif de 67, donc Ewaborade de 67 jusqu'à 86. C'était très actif. Mes oncles, mes cousins, mes tantes étaient là. Alors, je ne vous parle pas d'une histoire dans les documents, c'est une histoire directe. Alors, les ADF qu'on parle, c'est depuis 1984 qu'ils sont là. L'armée de quoi? Maréchal Idjami Dada. Il y a eu John Garang, encore rebelle du Soudan. Il habitait au Congo, il occupait le Congo, le nord du Congo. En 1990, il y a eu déjà le maquis de Moro-Nzori avec le général Kissa Sungane. Pour la première fois, le para-commando de CETA sont allés rester dans les trous des fusiliers. Déjà en 92. En 94, il y a eu les Maïma et les Ngidima à Goma, qui ont envahi même la ville de Goma. Mais à l'OZRT, on ne diffusait pas, c'est comme la RTNC d'aujourd'hui, ne diffuse pas ce qui se passe à l'Est. C'est la chance, on a la radio, Capi et les réseaux sociaux. Alors, et Top Congo, et Top Congo. Donc, que les gens comprennent ça. Mais par rapport à la responsabilité pénale de multinationales. Vous pensez que la RTNC ne fait pas un travail je dis de l'extrémisme. C'est une culture de toutes les télévisions nationales, même en France, même en Allemagne, de savoir filtrer les informations pour des causes qu'eux-mêmes connaissent, des causes toujours privées et politiciennes. Mais je reviens sur la responsabilité pénale individuelle, soit des multinationales, parce qu'on dit qu'il faut sanctionner des multinationales. Mais c'est avec quelle justice? C'est celle de la CPI qui peut sanctionner les multinationales. Et là, je l'avais dit devant même madame la procureure de la CPI, Fantouré Souta, que je salue. Je dis ceci. Jean-Pierre Bemba, vous l'arrêtez, un chômeur, qui l'a fait militaire? Mais vous laissez celui qui l'a fait militaire. Donc vous laissez les robinets, la cause, la source. Mais elle m'a dit, si Jean-Pierre Bemba plaidait coupable, il citerait le président Museveni. Et le président Museveni, s'il plaiderait coupable, il citerait les multinationales. Et là, on arrêterait les patrons des multinationales. Thomas Lubanga, un éleveur, arrêté à la CPI. Qui l'a fait militaire? Qui lui a donné les armes? D'où sont venues ces armes? Ça remonte encore au-delà de l'Atlantique. C'est là où nous condamnons l'hypocrisie de la communauté internationale et des États donneurs des leçons des droits de l'homme et de la démocratie. Et vous tous au pays, des mercenaires qui voulaient faire les affaires pour avoir les miettes au détriment de vos frères et sœurs éventrés, humiliés, tués. C'est partout, même en France.
On a connu pendant Partout, la on a deuxième, compris des bons j'ai dit exemples, des même mauvais dans la exemples. deuxième guerre mondiale, il y a eu toujours des Français, là où va Marshal Pétain, qui étaient toujours des collabos. Mais le problème, c'est que tous ceux qui étaient des collabos en France ont été pendus. Mais ici, les collabos étaient des vice-présidents de la République. C'est le cas du MRC et du RCD. Tous les grands collabos des multinationales ont été privés. Mais ça, c'est une vérité. Et la guerre à l'Est, c'est pourquoi ça continue. Parce qu'il y a des bons exemples de ceux qui ont pris les armes, qui ont trahi leur pays. Mais vous avez collaboré avec le Rwanda, Kadogo et autres. Est-ce qu'on devait vous pendre? Non, moi c'était la révolution populaire. Non, il ne faut pas confondre la Pas le libération Rwanda. et l'agression. Non. C'est la révolution. Alors, c'est-à-dire quoi? Parce C'est que pourquoi nous la avons guerre formé est les récurrente Congolais à l'Est. qui ont repris Il faut se dire relais. les choses. Parce que les jeunes de l'Est, ils voient des exemples. Tout celui qui prend les armes ou tout celui qui trahit sa nation pour l'intérêt de la convoitise extérieure des multinationales sous-traitées par les Rwandais et l'Ouganda, il termine toujours à être général, à être ministre, ou on s'arrange pour obtenir une amnistie pour ne pas les condamner. Voilà. C'est ça le vrai problème. Mais pourquoi les Nyelele à l'Équateur? Est-ce que la guerre a repris à l'Équateur? Parce que les Nyelele et les Toko ont été sanctionnés. Au Kasaï, les Kamuna Sampo, ils ont été jugés, condamnés. Et il y a la paix au Kasaï, il y a la paix à l'Équateur. Il y a la paix au Congo central parce que les Mbundu du Congo ont été jugés, condamnés. Mais en l'Est, on ne peut pas juger, condamner tous ceux qui trahissent les pays. Vous verrez la communauté internationale derrière. Et comme nous sommes des États, parfois Merci. coopératifs, pour ne pas dire faibles. J'ai été estomaqué de voir dans un reportage il y a 2 jours, la MONUSCO a construit le bureau de la ville de Béni, remis un bureau, je crois, à 2 niveaux. C'est vraiment le travail pour lequel ils sont ici, ces armées du monde pour aider le Congolais. Et même le tribunal pénal spécial, là, les rapports mapping, qu'on commence ce tribunal. Parce que là, on ne parle pas de responsabilité des agences des Nations Unies. Qu'on commence ce tribunal et vous verrez beaucoup de révélations. Merci Carlos. Le discours du chef de l'État, nous l'avons analysé. Oui, une analyse républicaine à part quelques pics. On a vite recadré pour revenir. Mais le Congo est au cœur de l'Afrique. Et cette Afrique, dans sa partie ouest, est caractérisée par des coups d'État. Les capitaines, les colonels reviennent à la charge. Le maréchal du Tchad, on ne connaît même pas dans quelles conditions il est parti. La France, déboussolée, cherche à refaire les cartes. Félix Tshisekedi n'a pas eu le courage de le dire comme ça, mais il a dit dans d'autres termes, parce que son mandat à la tête de l'Union africaine a été mis à mal par des coups d'État au-delà des conflits entre l'Éthiopie et l'Égypte, au-delà de la crise en Éthiopie, qui est même, dont la capitale est la capitale de l'Union africaine. Beaucoup de problèmes. Les Chinois américains se battent ici. Les Russes sont aussi venus. Suivez les mercenaires au Mali. L'Afrique peut disparaître ou être occupée par des non-africains sans les Africains. Prenons conscience, même ici, arrêtons les distractions, cherchons les solutions aux problèmes du peuple, arrêtons de fabriquer des coups contre des gens, des individus. Aimons, nous les vivants et le Congo. Merci, au revoir.